Bonjour et bienvenue sur le plateau de discussion du festival Millennium et nous allons maintenant parler de sujets connexes au film que vous venez de voir. Donc c'était Congo Paradiso de Benjamin Géminel et de Tristan Till. Pourquoi est-ce qu'on va parler de Congo Paradiso? Tout simplement parce que c'est le gagnant du prix Vision Jeune de 2017 du festival Millennium. Ce prix a été décerné par des jeunes et le but d'inclure ces jeunes dans le jury, c'était justement d'essayer d'élargir au maximum leur horizon et d'essayer de découvrir des choses qu'ils ne connaîtraient pas forcément. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce film a été sélectionné, c'est parce que justement ces jeunes ont appris énormément de choses, une situation qu'ils ne connaissaient absolument pas dans ce documentaire. Pour en parler aujourd'hui, j'accueille deux invités. Le premier est Eric Dachi, il est pédopsychiatre et il a travaillé longtemps avec Médecins sans frontières. Et le second est Béa Diallo, qui est le premier échevin d'Ixelles et député bruxellois, et vous êtes aussi ancien boxeur. Alors pour aller directement dans le vif du sujet, vous avez vu le film, qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui, il y aurait beaucoup à en dire, mais qui sont touchants, ces jeunes, ces enfants qui ont vécu des choses extraordinairement dures et qui montrent une résilience, une envie d'aller mieux, une envie d'aller vers autre chose, de se reconstruire, qui force l'admiration. Moi malgré la tristesse de ce qui est évoqué dans le film, j'ai trouvé que c'était un film qui faisait plaisir à voir. La grande difficulté, évidemment, par rapport à tout ça, c'est que c'est évidemment le véritable manque d'infrastructures dans ces pays en Afrique en général, où on a très difficile à occuper les jeunes. Donc, on a facile aussi à les récupérer, évidemment, pour faire la guerre. Et donc, aujourd'hui, c'est en mettant des outils comme celui-là qu'on va pouvoir effectivement permettre aux jeunes de se reconstruire. Est-ce que ce que vous voyez dans Congo Paradiso fait état de véritable thérapie pour ces enfants, ou est-ce que c'est une détente qui leur détourne juste l'idée de ce qu'ils ont vécu? Ah non, c'est bien une thérapie, je dirais même que c'est une super thérapie, puisque elle dit « je ne vois pas d'enfants gravement traumatisés », mais je pense que c'est parce qu'elle a, elle, tout l'art de les amener justement à un point où ils peuvent se reconnecter à ces énergies dans un cadre qui est sécurisé émotionnellement, qui tient compte du soutien d'elle, qui joue sur la représentation de la violence, mais à un moment elle dit « je fais en sorte que ça ne soit pas trop dur ». Et donc elle joue en permanence avec la représentation de cette violence. Au début du film, elle dit bonjour, je m'appelle Frédéric, mais vous pouvez m'appeler Général ». Et ils rigolent tous parce qu'ils font semblant de faire des saluts de soldats. Et donc elle montre immédiatement qu'on va pouvoir rire, qu'on va pouvoir évoquer certaines choses qui sont des choses terribles, mais avec la distance et la sécurité émotionnelle voulue. Mais ce que je trouve aussi intéressant, c'est quand elle fait le lien avec la boxe, donc avec cette énergie, parce que la boxe, c'est du théâtre. On joue un personnage quand on monte sur un ring de boxe. Et ce personnage-là, justement, il faut arriver à canaliser, à positiver, à utiliser cette énergie d'une manière très très forte. Et je crois que c'est ce qui fonctionne aujourd'hui avec cette approche thérapeutique. Mais vous devez aussi savoir que culturellement, en Afrique, parler de psychologie, parler d'accompagnement thérapeutique et tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas, voilà, qui n'est pas culturel, qui n'existe pas. On n'a pratiquement pas de psychiatre ou de psychologue. On ne va pas voir un psychologue, par exemple, quand on a des petits soucis, comme ça se passe ici aujourd'hui. Et quand les jeunes ont des traumatismes comme ça, je pense que justement des outils comme le théâtre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et le sport aussi, évidemment, peut faire partie aussi de ces outils. Mais la culture, c'est vraiment quelque chose de très très fort, de pouvoir réexprimer, retravailler un peu toute cette difficulté, cette frustration aussi parfois qu'on garde en soi. Donc je crois que c'est vraiment un magnifique film et je crois que le sujet est vraiment super. Le fait de faire du théâtre, le fait d'utiliser des armes en bois, le fait de rigoler de la violence, c'est, je dirais, sans doute quelque chose qui leur permet d'approcher un peu les émotions. Mais le fait de leur faire rejouer certaines scènes, et on voit bien que les scènes sont assez dures, leur fait probablement vivre physiquement
de l'intérieur quelque chose de l'agressivité qui a pu se déchaîner en eux ou autour d'eux dans des moments tragiques, et leur permettre de réapprocher ça et donc de faciliter une résilience. Mais le danger est toujours de ne pas s'approcher trop près de la zone traumatique afin de ne pas, je dirais, briser à nouveau la personne en la confrontant à son passé. Donc elle fait ça très bien. Là, elle a elle-même un instinct de thérapeute, et elle a un feeling humain qui lui permet de parler à ses enfants, de leur parler même de la guerre. À un moment, elle lui dit « Mais toi, t'es allé à l'armée, tu sais ce que c'est ta gauche, ta droite ?» Et on se dit ils n'ont peut-être pas envie de se faire engueuler, oui. mais elle fait ça tellement bien que ça passe à chaque fois. Alors justement, la personne qui s'en occupe, c'est Frédéric Lecomte, et on a été la rencontrer ici en Belgique, et elle va nous parler un petit peu plus de ses projets actuels. Ce que je fais, moi, c'est du théâtre. Il s'avère que, par surcroît, on obtient des effets thérapeutiques et des effets de réconciliation dans les zones de guerre. Donc, ça arrive parce que, qu'est-ce qui se passe dans l'atelier de théâtre? D'abord, on fréquente des gens que normalement on ne fréquente pas, notamment des ennemis. Donc, je peux mettre des enfants soldats avec des jeunes filles victimes de violences sexuelles, qui les unes ont été victimes des autres, les filles également ont été au combat. Et donc, de mélanger les gens permet également d'être des amis, finalement. Enfin, quand on voit des répétitions, forcément, il n'est plus question de différences ethniques, de différences de questions de genre, de différences économiques. Tout le monde est mis dans le même paquet. Alors, ça a des effets thérapeutiques, effectivement, parce que les gens parlent de leur vécu et prennent une distance par rapport à ça. Ça a des effets de réconciliation, c'est pour ça que les ONG m'engagent. Mais moi, ma casquette, c'est celle de metteur en scène. Et j'essaye de faire un spectacle point barre. Il s'avère que le niveau d'exigence, il s'avère que le contenu, parce qu'on ne fait pas un match de foot et on ne fait pas un spectacle qui n'a rien à voir avec ce qu'ils vivent. On fait un spectacle avec ce que les gens vivent. Si c'est des enfants soldats, c'est des problèmes d'enfants soldats. Si c'est des prisonniers, c'est des problèmes de prisonniers. Si c'est des Montois, c'est des problèmes de Montois. Donc c'est à partir des témoignages de gens que je travaille. Au début des séances, je leur dis, tiens, donnez-moi chaque groupe, je les mets en groupe, je dis, donnez-moi 5 ou 10 thématiques sur lesquelles vous voudriez travailler. Et quel que soit le groupe cible avec lequel je travaille, les thématiques sont tout de suite symptomatiques des problématiques. À partir de ces thématiques-là, je leur demande de faire des improvisations, et à partir de ces improvisations, moi, je tire le punctum, un point d'ancrage sur lequel je vais tricoter une scène qui va prendre du sens, qui prend du sens pour eux, qui prend du sens pour les spectateurs, et qui prend du sens personnellement pour eux également. Donc, ce qui fait que c'est du théâtre politique, clairement. 4. Voilà, l'équipe A a gagné, celle-ci a gagné 10. Alors, Frédéric Lecomte, on vient de le voir dans l'extrait, nous parle notamment de la thérapie. Vous avez eu une adolescence qui a été mouvementée, vous le dites même violente, et c'est la boxe qui vous a permis de vous canaliser, ce qui est assez... C'est vrai qu'on ne pense pas immédiatement à un sport violent pour canaliser une violence, et pourtant c'est ce qui vous a aidé, vous, à vous construire. Ouais, c'est bien que vous dites sport violent, parce que pour moi, la boxe, c'est pas un sport violent. Mais c'est l'image que les gens en ont, effectivement. Oui, j'étais un garçon assez révolté. Comme je l'explique souvent, quand j'étais plus jeune, on a été confronté à une violence assez forte en France, que j'ai grandi à Paris, avec la montée du Front National. Et j'ai un de mes meilleurs amis, on s'est fait tabasser par des skins à l'époque, on était tout jeunes, on avait 11-12 ans. Et j'ai eu un terrible traumatisme parce que cet ami a été paralysé et avec un œil en moins. Donc quand tu vois ça, que tu as 11 ans, c'est terrible. Tu te dis qu'en fait, on s'est fait tabasser parce qu'on est différents, tout simplement. Et donc mon mode d'expression est devenu la violence. Je ne savais plus m'exprimer. Et j'ai eu la chance d'arriver en Belgique et effectivement de rencontrer la boxe. Et par la boxe, j'ai pu effectivement canaliser cette violence. En même temps, c'était assez paradoxal parce que quand je boxais,
J'étais tellement violent dans mon enfance, quand je boxais sur le ring de boxe, dès qu'il y avait du sang, j'étais complètement tétanisé parce que j'avais l'impression d'être dans la réalité. Donc j'ai dû faire tout un travail, effectivement, aussi d'approche avec notamment un sophrologue pour enlever ce lien entre le fait d'être sur un ring de boxe et le fait d'être à l'extérieur. Donc c'est aussi un travail que j'ai dû faire sur moi-même pour sortir justement de cette réalité, et j'ai pu canaliser cette violence, la positiver, l'exprimer d'une manière positive justement, plutôt que d'exprimer d'une manière qui était assez violente, puisque voilà, j'agressais des gens qui m'avaient nécessairement pas fait grand chose, mais que j'avais le sentiment qu'ils me regardaient de travers parce que j'étais différent. Donc voilà. Ben, je dirais que le sport et le théâtre, ils s'inscrivent dans ce qu'on pourrait appeler, alors je simplifie tout et trop, mais la thérapie par le jeu, qui amène en fait à s'approprier une représentation de ce qui a été trop douloureux et se l'approprier et pouvoir la manipuler. Justement sur les continents, notamment en Afrique, la grande difficulté aussi de ces jeunes, c'est l'occupation. En Afrique, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures. Et donc moi, je suis allé récemment, j'ai vu des jeunes qui étaient en train de réhabiliter une espèce de plage qui était complètement dégoûtante et dégueulasse, pas entretenue par l'État. Ils ont décidé de se l'approprier eux-mêmes parce qu'ils veulent construire des infrastructures sportives, un espace culturel, etc., mais sans moyens. Et donc moi, j'ai essayé de les rencontrer, j'ai vu un peu la dynamique qui était mise en place. C'est aussi que les jeunes comprennent aussi qu'ils doivent s'occuper. Parce que s'ils s'occupent pas, mais à un moment donné, on vient s'occuper d'eux, on leur propose des choses qui sont pas nécessairement très positives, comme ces jeunes qui ont été récupérés notamment par des personnes malveillantes pour aller faire la guerre. Et pour en savoir un petit peu plus sur les conflits qui font naître ces enfants de guerre, nous avons rencontré monsieur Pierre Gréga, qui malheureusement n'a pas pu être sur le plateau. C'est un grand ami du festival et un grand spécialiste de l'Afrique, et il revient tout juste d'Afrique. Qu'est-ce qui fait que l'on enrôle les enfants dans ces conflits, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour empêcher justement cet enrôlement? Pourquoi on les enrôle d'abord? En fait, parce qu'il y a plusieurs éléments de nouveau. Un, c'est qu'il y a une extrême pauvreté. Donc ceux qui sont enrôlés, ce sont souvent des enfants qui ne savent pas trop pourquoi ils sont enrôlés, qui y vont pour une ressource primaire assez simple, c'est un peu de nourriture, c'est éventuellement un vêtement, c'est éventuellement d'avoir des bottes. Les raisons pour lesquelles les enfants sont attirés par ces éléments-là sont relativement simples au départ, parce qu'ils sont dans des situations de pauvreté extrême. On peut avoir aussi des cas limites où ce sont parfois même les familles qui suscitent le départ des enfants, soit qu'ils n'ont pas la possibilité de les nourrir, soit qu'on est dans des situations de tension extrêmement fortes et les enfants fuient et partent, etc. Alors, de l'autre côté, qui les engage? Ben, ce sont ces groupes armés, parfois dans certains cas, ça a été l'armée congolaise elle-même, c'est en tout cas les différents groupes armés. Pourquoi? Parce que ce sont des enfants, les enfants sont des acteurs qui sont extrêmement, qui ne sont effrayés quasiment par rien, parce qu'ils entrent dans cette guerre comme ils entreraient dans un jeu, dans un jeu. Et donc, ils ne maîtrisent pas fort les risques qu'ils prennent, ils sont très peu coûteux. Ils se faufilent partout, ils connaissent souvent bien la région. Alors, ils commencent d'abord par avoir des activités qui sont des activités de logistique, de soutien, d'entretien, et c'est petit à petit qu'ils entrent finalement dans la guerre, et ils entrent assez naturellement dans la guerre sans trop s'en rendre compte. Et ça, c'est un enjeu important, c'est de voir comment les ressortir de là, parce que parfois, ils ne sont même pas conscients qu'ils sont dans des situations extrêmes. On parle d'enfants soldats, mais d'où ils viennent ces enfants soldats? Quels sont les conflits qui génèrent cette génération? La principale origine dans l'histoire récente, c'est évidemment le génocide qui a eu lieu au Rwanda, avec ses retombées sur l'est du Congo, notamment avec la présence pendant plusieurs années de près de 2 millions de réfugiés rwandais dans toute cette partie est du Congo, et la tension que ça a provoqué aussi en termes à la fois économiques, en termes ethniques et en termes politiques. Parce que durant très longtemps, à juste titre ou par supputation, beaucoup de Congolais dans la région ont craint que le Rwanda ne veuille occuper une partie de cette zone, et ce ressentiment continue à exister.
Sur base de ça, il y a eu un deuxième élément qui provoque ces conflits, c'est la très grande faiblesse de l'État congolais, qui existait déjà avant l'arrivée des réfugiés en 1994, mais qui s'est affaibli très fortement par la suite. Et donc, il y a très très peu de structures qui soutiennent le développement de cette région. Et donc, on a affaire dans une zone où il n'y a pas de contrôle de l'État. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous avez soit la mafia, soit des groupes qui se développent, des petits groupes qui assurent leur autodéfense. Si vous n'avez pas de policiers pour vous défendre, vous allez avoir de l'autodéfense, etc. Troisième facteur qui va se greffer là-dessus, c'est évidemment que c'est une zone relativement riche en termes de ressources naturelles. On pense ressources naturelles, on pense évidemment minerais, etc. Mais c'est aussi une zone très riche en termes agricoles, parce que c'est une zone tempérée. On est dans des zones où on est à 1000, 1200, 1300 mètres d'altitude. Donc ce sont des zones où il y a de la pluie, où il y a de l'exploitation agricole qui peut être faite. Est-ce que vous pensez que la solution viendra de l'intérieur ou de l'extérieur? De l'intérieur, clairement. De l'intérieur, ce sont les Congolais eux-mêmes qui vont se sortir de ce guêpier, ou bien ils ne s'en sortiront pas, clairement, parce que on n'amène pas le processus de l'extérieur, il se construit avec les populations. Mais c'est pour ça qu'il est important de soutenir ces groupes qui se développent sous toutes les formes. Il y a des ONG belges qui soutiennent les organisations à la fois pour tout ce qui est traçabilité des ressources, des minerais, etc. C'est important, comme soutenir les gens qui luttent contre les violences sexuelles, comme soutenir toutes les ONG de développement qui essayent de mettre en place des structures pour réintégrer ces jeunes qui sont en sortant des conflits, quoi. Merci beaucoup Pierre Gréga, et nous on se retrouve sur le plateau. Nous sommes de retour sur le plateau pour discuter toujours de Congo Paradiso et nous accueillons un nouvel invité pour parler avec nous, Monsieur Rachid Madran. Vous êtes ministre de l'aide à la jeunesse, des maisons de justice, des sports et la promotion de Bruxelles. Nous avons vu avec Pierre Gréga qu'il y a énormément d'origines à ces conflits, et notamment une de ces origines est le manque d'État et de présence de l'État et d'un État stable dans la région, et aussi la grande difficulté économique. Est-ce que c'est quelque chose qui pour vous explique aussi ces conflits-là ? On porte une responsabilité aussi quelque part, on a entretenu des régimes qui sont là depuis des décennies. On a vu au Zimbabwe récemment le ministre après 36 ans, il y en a d'autres, on ne va pas les citer, mais il y a d'autres pays qui sont confrontés avec des dirigeants qui sont là depuis des décennies, et quelque part ça nous a arrangés. Donc à un moment donné, il faut aussi appeler un chat, c'est-à-dire qu'on a préféré entretenir des régimes despotiques, dictatoriaux, autoritaires, qui quelque part arrangeaient finalement les intérêts de l'Europe, des États-Unis, de l'Occident de manière générale. Et donc quelque part, ça a contribué à quoi ? À faire émerger une génération qui ne voit pas de perspective d'avenir dans son pays. Comme elle ne voit pas de perspective d'avenir dans son pays, comme Béal a dit, une très grande proportion de cette population a moins de 25 ans, elle est très jeune, la population africaine est très jeune, c'est une richesse immense, mais quand une génération instruite n'a aucune perspective d'avenir, elle essaye de se construire un projet de vie ailleurs. Et donc, le résultat, c'est qu'ils essayent de venir, ils traversent l'Afrique, ils arrivent à Melilla ou à Ceuta, ou en Libye, ou en Tunisie, pour essayer de traverser. Si ce n'est pas le détroit de Gibraltar, on essaye de passer comme on peut. La Méditerranée est aujourd'hui un cimetière immense, on le voit tous les jours. Bien sûr, ça nous horrifie à l'heure du repas, à l'heure des journaux télévisés, puis on oublie. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de dirigeants en Afrique qui est en train, je crois, de préparer l'avenir. Donc moi, je suis plutôt optimiste quand je vois les choses. Je le vois beaucoup au Maroc. Le Maroc a longtemps été un pays d'Afrique, qui était dans les pays en développement. Aujourd'hui, on voit bien que le Maroc, l'Afrique du Sud sont peut-être des moteurs de l'Afrique, et eux-mêmes ont développé aujourd'hui une coopération sud-sud. Vous pouvez aller en Côte d'Ivoire, vous allez au Bénin, vous allez au Gabon, et vous voyez bien les connexions qui se font aujourd'hui avec des pays d'Afrique. Donc je pense que aujourd'hui, les Africains doivent aussi compter sur leurs propres ressources, et peut-être s'aider aussi de toutes ces populations immigrées qui sont aujourd'hui dans toute l'Europe et qui peuvent aussi aider au développement de leur propre pays, je pense. Quand on dit aujourd'hui, effectivement, la politique sud-sud est quelque chose qu'il faut effectivement beaucoup plus accentuer. Le souci, c'est que tous les pays d'Afrique, malheureusement, n'ont pas cette cohérence de se dire il faut qu'on se mette ensemble pour pouvoir créer effectivement une dynamique collective. Aujourd'hui, c'est ce qui manque réellement
au continent pour pouvoir effectivement avancer, développer. Quand je vois que tout le monde est sidéré par ce qui se passe en Libye, alors qu'on le sait depuis des années et des années, et que tout le monde crie au scandale parce que CNN a montré des images, mais moi j'ai posé la question quand j'étais en Afrique, j'ai dit que font les chefs d'État africains aujourd'hui pour pouvoir réellement réagir? Parce que c'est bien de toujours faire appel à l'Europe pour que l'Europe trouve des solutions, mais en réalité, mettons en place des outils. Quand on voit qu'effectivement, je disais tout à l'heure, vous vendez du poulet local dans le pays d'origine, ben le poulet local coûte plus cher qu'un poulet qui vient d'Europe qui a été importé. C'est effrayant. Donc quand je vais au Sénégal et que j'apprends que 50% des oignons sénégalais viennent des Pays-Bas, je me dis mais comment est-ce possible? S'ils n'ont pas assez de terre en Sénégal, ils ont des pays voisins où on peut cultiver des oignons. Donc voilà, il y a toute une dynamique réelle politique européenne qui est mise en place, qui dit ouais aujourd'hui il faut qu'on arrête de faire venir, on peut plus accepter, il y a trop d'étrangers, etc., etc., ils peuvent plus venir, et en même temps, il y a des politiques qui sont contradictoires, et donc il y a un vrai débat autour de ça, et à mettre en place vraiment une politique pour permettre l'émancipation de ces continents. Alors justement, pour en revenir aux populations immigrées qui arrivent ici et qui certaines viennent de pays en difficulté, certaines viennent de pays en guerre, certaines ont vécu des traumatismes, et il y a parmi eux des jeunes qui ont vécu des traumatismes, et je voulais savoir qu'est-ce qui est mis en place ici pour les aider? Est-ce qu'on peut prendre en charge ici des enfants traumatisés d'autres pays? Moi, je considère que ces personnes qui arrivent ici sont ici pourquoi? Soit parce qu'ils proviennent de pays en guerre, soit parce que c'est la pauvreté qui les a chassés. Et aujourd'hui, c'est le reflet du monde dans lequel on est. C'est-à-dire qu'on a une partie du monde qui réfléchit à comment faire pour améliorer la nourriture, pour améliorer la qualité de l'air, pour faire attention à l'instruction de ses enfants. Et de l'autre côté, le problème, c'est qu'est-ce que je vais donner à nourrir à mes enfants aujourd'hui? Lequel va manger quand je peux encore les nourrir? Et donc, il y a une telle inégalité que forcément, cette immigration et ces mineurs qui arrivent ici, c'est presque inéluctable au monde dans lequel on vit. Et donc, c'est presque un devoir, je trouve, de nos sociétés occidentales riches, très riches, de pouvoir quand même mettre en œuvre des programmes pour accueillir ces jeunes. Sinon, on est dans un égoïsme absolu de sociétés capitalistes riches qui veulent vivre dans leur petit univers. Et quoi, demain, on va mettre des miradors aux portes de l'Afrique pour éviter qu'ils traversent. Jamais on ne pourra empêcher un père ou une mère de traverser pour tenter de construire un avenir meilleur pour ses enfants. Jamais, aucun mirador ne pourra l'empêcher. Aucune frontière, aucun mur. Oui, vous vouliez Oui, réagir? je suis tout de même inquiet quand j'entends la manière dont ça se profile, parce que simplement un matin, j'entendais à la radio que Europol signalait qu'il y avait 10 000 mineurs non accompagnés qui avaient disparu. Alors on peut imaginer ce que ça représente comme catastrophe humaine. Et alors, ce qui se passe actuellement avec les migrants, ça contraste singulièrement avec ce que j'avais vécu dans le passé en travaillant pour Médecins sans frontières, où on sait bien que la solution pour certaines populations qui faisaient face à des crises terribles, c'était pas de les déménager immédiatement en Europe. Sinon on l'aurait fait de bon cœur. Mais c'était pas ça. Alors qu'aujourd'hui il y ait des gens qui aient besoin d'aide, ça il faut leur donner, et particulièrement des mineurs. Mais est-ce que la solution à l'Afrique, c'est de traverser la Méditerranée? J'ai pas l'impression, moi, mais c'est un point de vue qui n'est pas un point de vue d'expert, c'est un point de vue extrêmement naïf. Et donc toutes ces personnes qui quittent le continent aujourd'hui, effectivement, sont prêtes à venir ici parce qu'elles pensent que c'est l'Eldorado. Alors le message et l'approche que nous avons aujourd'hui avec eux, moi j'ai une ONG et je suis allé sur place, c'est de dire aux jeunes, l'Eldorado, c'est pas là-bas, l'Eldorado c'est ici. Et tout le monde dit en Occident, l'avenir c'est l'Afrique. Demain c'est l'Afrique, etc. Mais est-ce que, comme le ministre l'a dit tout à l'heure, est-ce que cette Afrique, ça profitera aux Africains? Et pour avoir votre point de vue d'expert sur un dernier point, ces enfants soldats qui ont vécu des traumatismes extrêmement, extrêmement lourds, et nous, nos sociétés étant très loin de ces réalités-là, est-ce qu'il est possible d'intégrer des enfants soldats dans notre société, ou est-ce que certains sont trop traumatisés pour pouvoir retourner à une vie que nous qualifierions de normale? Donc, là, je peux vous répondre d'une manière simple. Il y a des enfants soldats partout. Donc, il y en a dans les cartels mexicains, il y en a dans tous les conflits, il y en a dans la mafia italienne, il y en a partout. Et il y en a en Belgique, puisqu'il y en a qui sont partis faire le djihad.
Je crois que toutes les personnes traumatisées et même toutes les personnes qui ont fait preuve de violence, qui ont commis des actes de violence, sont susceptibles d'être réintégrées dans une vie normale. Mais il y a tout de même, je dirais, une condition qui ne dépend pas du milieu d'accueil, c'est qu'ils aient activement renoncé à la violence. Par rapport à ce que vous dites, moi j'en connais qui aujourd'hui ont été enfants soldats et qui ont une vie tout à fait normale ici en Belgique. Ils vivent, travaillent, ont fait l'université et ont réussi effectivement leur vie. Et il y en a d'autres, effectivement, à l'époque, on a eu des problèmes de bandes urbaines, notamment en Belgique, qui étaient aussi des jeunes qui n'avaient pas été préparés. Il n'y avait pas l'encadrement et l'accompagnement qui existe aujourd'hui. À l'époque, qui n'ont pas du tout été accompagnés et qui sont rentrés effectivement dans un processus de violence qui était parfois malheureusement même de meurtre, où il y a eu beaucoup de tueries. Et c'était souvent entre eux d'ailleurs, puisque c'était la communauté, c'est des bandes de blacks contre d'autres bandes de blacks, qui aujourd'hui évidemment est beaucoup moins important à Bruxelles, puisqu'il y a une maîtrise beaucoup plus importante de ce phénomène-là. Mais par rapport à cette question des enfants soldats, des jeunes retournistes, nous on les appelle les jeunes retournistes, on en prend en charge dans l'aide à la jeunesse. Mais c'est souvent la prise en charge, ce qu'on appelle le post-trauma. Et donc là, dans ces cas-là, on fait appel à des spécialistes, des gens qui ont cette connaissance. Ça arrive aussi chez des adultes. Vous savez, pendant la guerre du Vietnam, on a eu des militaires américains qui ont vécu des traumas peut-être qu'eux ont provoqué ou auxquels ils ont assisté. Et quand ils sont revenus, les choses ont été très difficiles. Mais il y a des possibilités, il y a des techniques pour pouvoir les aider à un moment donné à se reconstruire et, comme disait Béa, voilà, à se reprojeter dans l'avenir. Et je pense que vous avez fait le tour de tous les enjeux qui traversent tous ces pays d'Afrique. À un moment donné, nous aussi, on doit s'interroger sur le rôle et la place qu'on fait. Pas continuer à être simplement des pays occidentaux qui venons avec des moyens pour faire de la coopération, on donne des sous, et puis dans la chaîne des responsabilités, on voit que les moyens s'en vont. Mais il y a plein d'ONG qui font un travail remarquable. Mais est-ce que c'est l'obsolescence programmée? Est-ce qu'à un moment donné, tout cela est amené à disparaître? Ou est-ce qu'au fond, on est là ad vitam aeternam pour continuer à être... Non, moi je pense qu'à un moment donné, notre travail, et le travail me semble-t-il, mais il y a des professionnels, c'est à un moment donné, c'est à eux de se prendre en main. On doit juste les aider à se prendre en main. Mais pour ça, il y a une série de choses à laquelle tous, au quotidien, on porte une responsabilité. Je le dis souvent, il y a le citoyen, dans une démocratie, qui a une responsabilité en votant, mais il y a aussi le consommateur qui a une responsabilité. Quand il achète tel ou tel produit, il fait un choix, et c'est pas seulement le choix du prix, c'est aussi le choix d'un mode de production, un mode d'approvisionnement de matières premières. Et donc je pense qu'il y a aujourd'hui une éthique dans le commerce qui doit aussi s'imposer partout. Et donc oui, nous avons tous une responsabilité à chaque échelon que nous avons dans la société, et tout n'est pas de la responsabilité du politique. Bien sûr, le politique porte une responsabilité, mais le politique n'est que la traduction d'une décision à un moment donné de citoyens. Et donc moi, je considère qu'on a tous une responsabilité. On ne peut pas fermer les yeux et renvoyer la responsabilité uniquement aux politiques ou aux ONG en leur disant « c'est à vous de vous occuper de tout ». Toutes les misères du monde, et moi je continue à m'acheter les dernières versions de l'iPad, l'iPhone ou que sais-je. Voilà, on a une responsabilité. Et l'important, c'est que voilà, chacun réfléchisse au quotidien, dans chaque geste qu'il pose, qu'il soit un geste citoyen ou un geste commercial, de sa propre responsabilité. Merci beaucoup, nous sommes donc tous dans le même bateau. Merci messieurs pour cette discussion. Merci à vous d'avoir regardé cette discussion du festival Millennium. On se retrouve une prochaine fois pour une autre diffusion, un autre film et un autre débat.